Alors, bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous ce matin. Mon nom est Jonathan Paquin. Je suis le directeur de l'École supérieure d'études internationales ici à l'Université Laval. Ça me fait très plaisir donc de vous accueillir pour cette conférence spéciale sur la situation au Moyen-Orient. Avant de céder la parole à Francesco Cavatorta, professeur au département de sciences politiques, qui animera cette discussion, j'aimerais rapidement mentionner un certain nombre de choses. La première chose, c'est que je considère qu'une conférence sur ce thème aujourd'hui est nécessaire. Je pense que les professeurs d'université et les experts qui connaissent bien cet enjeu ont la responsabilité de prendre la parole. Et que si les profs et les experts, bonjour Steve, si les profs et les experts ne prennent pas la parole dans des moments comme ceux-là, ben, qui parlera? Qui traitera de cet enjeu d'importance, de grande importance? C'est le pari que nous avons fait. Nous faisons le pari de la bonne foi. Nous faisons aussi le pari de l'analyse et du débat entre nous. Et j'espère donc que nous aurons une conférence intéressante, constructive et surtout éclairante sur la situation au Moyen-Orient. Alors, avant de céder la parole à Francesco, je vous demande une minute de silence au nom des victimes civiles qui ont été donc aux prises dans ce conflit depuis plus d'un an. Donc, une minute de silence en leur. Je vous remercie. Je cède maintenant la parole au professeur Francesco Cavatorta. Bonne conférence à toutes et tous. Je cherche mes notes aussi. Bonjour tout le monde. Francesco Cavatorta, département des sciences politiques. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être le modérateur de cette conférence. On ne m'a jamais confié les rôles de modérateur, vraiment. C'est quand même intéressant. On a 4 conférenciers aujourd'hui. Ils sont tous à l'Université Laval en différentes rôles. Je vais les présenter brièvement. Ensuite, je vais expliquer comment on va fonctionner. Et puis ensuite, on pourra démarrer. Une fois que les conférenciers ont terminé de parler, on ouvrira la période de questions. Pour ceux qui sont ici, ça suffit de lever la main. Et pour ceux qui sont à distance, vous pourrez écrire votre question et il y aura quelqu'un qui est en charge de la lire. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Je vais les présenter dans cet ordre. À côté de moi, il y a Benjamin Toubol, qui est doctorant en sciences politiques, avec une thèse sur les conflits dans la région, notamment du Moyen-Orient. Donc, merci Benjamin d'être là. Ensuite, on a Steve Iwa-Fonmekong, qui est professeur adjoint à la faculté de droit, qui enseigne encore sur les droits de l'homme, il me semble. On a la professeure Fanny Lafontaine aussi de la faculté de droit ici, droit international. Et on a le nouvel arrivant, Alexis Morveau-Trudel, qui est maintenant postdoc ici depuis une semaine, plus ou moins. Donc, on l'a déjà, et qui est postdoc au Centre interdisciplinaire de recherche sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Et
postdoctorant de l'École supérieure d'études internationales de manière plus générale et qui nous vient de l'Université de Montréal et avant de l'Université d'Édimbourg en Écosse. La manière dont on va fonctionner, je vais poser une question à chaque conférencier. Ils auront entre 7 et 8 minutes pour répondre. La question sera assez large pour leur permettre de dire ce qu'ils veulent et qu'ils ont à dire. Ensuite, dans le même ordre, chacun aura son droit de répondre pour 3 minutes. Et ensuite, on va ouvrir aux questions. Je pense que les questions qui viennent du public sont souvent peut-être plus intéressantes de celles que moi je vais poser. Et donc, c'est ça un peu comment on va fonctionner. Je crois qu'on a la salle jusqu'à 13 heures. Donc, on a quand même un bon moment pour se pencher sur cette question, sur ces enjeux, sur ces guerres qui font rage maintenant dans la région. On a la chance d'avoir des experts de sciences politiques, de droit. Donc, je pense que le caractère interdisciplinaire est quand même particulièrement important. Donc, j'espère que vous allez bénéficier des analyses que nos 4 experts et des réflexions que nos 4 experts vont nous donner. Ma première question, c'est pour Fanny Lafontaine. On remarque dans la presse, dans les analyses, mais aussi surtout dans les déclarations politiques, on parle beaucoup de droit, de qui a le droit de faire quoi à qui. Les Palestiniens, ils ont le droit de lutter contre l'occupation militaire avec des moyens militaires, dans ce qu'ils voient comme une lutte anticoloniale. Israël dit qu'ils ont le droit de répondre aux attaques qui sont faites sur le territoire national, que ça vient d'acteurs étatiques ou non étatiques. Dans ce cas, les 2 acteurs, Hezbollah et Hamas, sont des acteurs non étatiques. Les Libans disent qu'ils ont le droit de répondre à Israël parce qu'ils sont en train de bombarder. Quand même, les Libans, même si l'intention c'est de bombarder l'Iran dit qu'ils ont le droit de bombarder Israël parce qu'Israël a bombardé l'ambassade iranienne à Damas. La Syrie dit tout le monde vient chez moi me bombarder, moi aussi. Tout le monde a le droit au s'arroge le droit de faire quelque chose. Est-ce que tu peux peut-être nous éclairer un peu sur ce que le droit, en effet, international nous dit par rapport à qui a le droit de faire quoi à qui? Quand on entend ça, on se croirait presque dans un centre de la petite enfance. Non, j'ai le droit, non, j'ai le droit. Mais c'est vrai, en fait. Mais merci de poser cette question-là. D'abord, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Vous aurez vu que les juristes, on est coincés entre les politologues. Ça explique d'abord le rôle du droit dans ce genre de conflit-là. Donc, merci de cette façon de nous positionner. La prémisse de ta question, Francesco, c'est un peu l'invocation du droit qu'on voit de façon fréquente, en fait, qu'on voit de façon régulière dans tout ce qui se passe dans les différents conflits qui sont en cours. C'est intéressant parce qu'une des critiques, justement, pas simplement des politologues et des experts en relations internationales, mais aussi des autres juristes, c'est que le droit international, c'est pas du droit. Et une des raisons pour lesquelles ces invocations-là sont faites, c'est que souvent, on conçoit le droit comme étant une obligation, donc une règle qui oblige les choses, suivie d'une sanction. En droit national, la police, bon. En droit international, cette sanction-là a un autre visage, et c'est souvent la critique première qu'on fait du droit international, que ça vienne de partout, c'est qu'il n'y a pas de sanction réelle. Et donc, la raison, est-ce que c'est du droit et pourquoi on a des règles? Et ça, c'est peut-être la chose que je veux d'abord dire, c'est que ce droit-là international a donc cette particularité-là d'être consensuel, basé donc sur ce que les États se sont engagés à faire eux-mêmes. Donc, ce sont les États qui décident des règles et qui se les imposent. Pourquoi alors on voit autant de violations et comment il n'y a pas de sanctions? Cette première invocation-là du droit, ce que je veux peut-être dire avant de commencer, c'est un peu ça, c'est que les États, malgré les violations qu'on voit de façon répétée, des règles fondamentales, les États s'engagent à respecter le droit international par intérêt propre. Si on respecte le droit, on présume que les autres vont le respecter aussi. Et donc, dans cette justification-là, par le droit, par les États, on peut voir un peu cette espèce de force du droit-là, malgré les violations répétées. Par contre, ce qu'on voit surtout dans les conflits actuels, c'est des justifications fondées sur des interprétations du droit qui servent justement, qui semblent justifier des actions qui sont souvent illégales, et ces interprétations-là sont constamment contradictoires. Dans le conflit particulièrement à Gaza,
On parle des règles les plus fondamentales du droit international. Et on parle donc de l'interdiction du recours à la force, de la légitime défense, des règles fondamentales de droit international humanitaire pour protéger les combattants dans certaines circonstances, mais aussi les civils, surtout les civils. Et dans toutes ces règles-là, qui sont les plus fondamentales, donc jus cogens, donc les règles qui sont les suprêmes, celles qu'on ne peut pas violer par d'autres règles, les interprétations sont contradictoires. Et ça amène définitivement des questionnements sur l'utilité du droit international. Les États l'utilisent pour justifier leurs actions, mais les interprétations sont contradictoires. Et une autre des caractéristiques du droit international, c'est justement ça, c'est qu'il n'y a pas de juge ultime. Il y a des tribunaux, je vais y revenir, mais il n'y a pas d'autorité suprême pour décider ce qu'est le droit international. Et ça aussi, ça pose des questions sur sa légitimité parce que, comme tu l'as dit, Francesco, les uns vont dire « j'ai le droit », les autres disent « j'ai le droit », et personne, ultimement, a la réponse. Et donc, ce que je veux dire rapidement sur ces questions-là, on parle de droit, donc je vais faire une clarification au départ, et Steve a un autre rôle plus facile, je dirais, aujourd'hui que le mien. Mais donc, dans les règles de droit, il y a deux choses, et c'est très, très important dans le contexte, je pense, D'abord, il y a les règles on va dire, ius ad bellum. En droit, on parle beaucoup en latin pour éviter d'être compris. Donc, c'est les règles qui entourent les relations entre les États, les règles d'interdiction du recours à la force. Donc, c'est prévu dans la Charte des Nations unies. Interdiction de recours à la force. Et ça, c'était pas vrai des relations internationales avant, à tout le moins, la Société des Nations, le pacte Kellogg-Briand, éventuellement la Charte des Nations unies. Interdiction du recours à la force, et donc on met un accent sur la sécurité collective aux Nations unies. Ça, c'est une chose, et ce qu'on voit dans les conflits actuels, donc l'invocation du droit, j'ai le droit de me défendre, j'ai le droit de me défendre, c'est qu'on se rabat essentiellement sur une exception de cette règle fondamentale-là, qui est la légitime défense. Donc, dans la Charte des Nations unies, on le sait, interdiction du recours à la force, et l'exception, c'est le droit inhérent des États à la légitime défense, qui est prévu dans la Charte des Nations unies, mais qui est un relent, en fait, de cette règle-là d'avant où les États avaient le droit de recourir à la force. Dans cette exception-là du recours à la force, donc dans la légitime défense, c'est donc un concept qui est connu, mais qui est éminemment contesté et qui est surtout très sujet à interprétation. Donc, une chose, c'est la légitime défense, je vais y revenir. L'autre chose, c'est que peu importe si on invoque à tort ou à raison le droit d'utiliser la force en légitime défense, il y a d'autres règles qui s'appliquent, qui sont celles de comment on utilise la force. Donc, le ius in bello. Donc, il y a les règles de recours à la force, la légitime défense et les règles du ius in bello, qui sont donc les violations, par exemple, des règles de droit international humanitaire, attaquer des civils ou utiliser, par exemple, le génocide. Une chose qu'on voit constamment dans les débats et par même des gens dans les médias, par les politiciens, c'est cette confusion-là entre les deux domaines. Et ça, c'est important de le dire. Qu'on ait le droit ou non de se défendre légitimement, donc d'utiliser la légitime défense, ne justifie pas, par exemple, d'attaquer des civils ou de faire autre chose. Et donc, on voit souvent cette confusion-là dans les médias, dans les discours publics. Et ça, c'est un problème. Un autre problème qu'on voit, et je pense que Steve va en parler, c'est que donc, dans la question de la légitime défense, on n'a pas de juge, comme je le disais, alors que dans les violations qui sont, donc, dans les attaques qui sont commises, là, on a des juges. Et ça va être intéressant de voir parce que si Israël a droit à la légitime défense, par exemple, contre les attaques du Hamas, personne ne va vraiment décider si c'est le cas, puisque le Conseil de sécurité est dans une impasse. Donc, on n'aura jamais de réponse définitive. Ce sur quoi, par contre, on aura des réponses plus définitives, ou en tout le moins, ce sont les violations des règles de droit international humanitaire et des règles de droit fondamentaux. On aura l'occasion de revenir avec Steve, je vais rebondir, mais donc, deux choses que je vais dire sur ça. Dans la façon dont les attaques sont menées, on a deux situations où des juges seront appelés à déterminer si les règles ont été violées. Les premières, c'est évidemment l'action de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice qui poursuit donc Israël pour violation de la Convention sur le génocide. Pourquoi on parle de génocide? Ça aussi, c'est un terme indéterminé, un terme qui peut être sujet à débat, qui peut être sujet à conflit d'interprétation. Parce que le génocide est l'un des seuls crimes
et donc violation des règles, qu'il y a un tribunal qui peut avoir un recours devant la CIJ. Si on parle de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, les États n'ont pas de tribunal comme tel où ils peuvent invoquer la violation de la règle. Donc, le génocide par la Convention donne aux États la possibilité de recourir à la Cour internationale de justice. Donc, on met l'accent sur le génocide parce qu'il y a un tribunal qui pourra le juger, mais ça, évidemment, ça implique une polarisation du débat sur un terme qui est éminemment politisé. Et donc, il faudra voir la question juridique, puis on pourra y revenir sur la définition. Pour les autres violations, la Cour internationale, la Cour pénale internationale est saisie, enquête, et là, on voit encore une immense polarisation d'un débat juridique. Le procureur de la Cour pénale a demandé l'émission de mandat d'arrêt contre 3 hauts dirigeants du Hamas, dont un est décédé, contre, évidemment, Benjamin Netanyahou, Gallant. Vous suivrez ce qui se passe. Les mandats n'ont pas encore été émis, mais évidemment, ça va plonger les relations internationales au cœur du débat, dans un débat juridique, et ça sera intéressant de voir comment tout ça va se dérouler. Je vais simplement terminer là-dessus, on pourra revenir sur les violations et sur les questions de légitime défense. Mais donc, le but de mon intervention de départ, c'est simplement pour dire que le droit international est invoqué de toutes parts, mais sur les règles les plus fondamentales, aucun consensus n'existe sur l'interprétation des règles. C'est-à-dire, est-ce que invoquer la légitime défense dans le contexte d'une attaque par un groupe non étatique, dans un contexte d'une attaque provenant d'un État dont le statut n'est pas clair, tout ça est sujet à interprétation. Ce qui est moins sujet à interprétation, et je serais très heureuse d'entendre Steve, c'est la façon dont cette attaque est conduite. Et donc, il y a une confusion dans les débats publics entre le droit de se défendre versus comment on se défend. Et ça, il faut garder ça en tête, puis on pourra revenir un petit peu plus tard dans la façon dont cette confusion-là amène énormément de conséquences sur les victimes civiles. Merci Fanny. Je voudrais m'éloigner un peu maintenant de la question du droit pour revenir, si on veut, à des questions plus politiques, plus sciences politiques. Je m'adresse à Benjamin. On voit souvent des analyses, bon, maintenant surtout dans la presse, dans les médias de manière générale, mais aussi dans les discussions générales qu'on a parmi nous. Souvent, on a des analyses, des questions sur l'embrasement de la région, où on s'en va, est-ce que la guerre va devenir totale? Au lieu de regarder à cet aspect plutôt relations internationales, je voudrais poser une question sur la politique israélienne elle-même, mais la politique interne, en effet. Donc, on ne connaît pas grand-chose à la fin de compte et qui n'est pas peut-être analysée de la manière dont elle devrait être. Je crois qu'il y a un consensus sur le fait que les tactiques que maintenant Israël a employées ont été un succès. L'idée était de décapiter la leadership de Hezbollah, ça s'est fait. L'idée était de décapiter la leadership de Hamas, c'est presque fait. Faire retourner les otages, on n'est pas encore là, mais au niveau, on va dire, militaire, stratégique, je pense que dans la région aussi, maintenant, tous les autres acteurs sont au courant du fait que la puissance militaire israélienne est importante et ne peut pas vraiment être défiée pour l'instant. Mais je me demandais à long terme, une fois que les armes, tôt ou tard, vont se taire, quelle est la vision ou quelles sont les visions? J'imagine qu'il y a des visions qui sont différentes sur ce que le futur va être. Parce que ça commence à sortir un peu maintenant aussi. OK, on a fait ici, on a ouvert le front au Yémen, on a fait voir aux Yéménites, on a fait voir aux Syriens, on a fait voir aux Iraniens. Mais ensuite, il se passe quoi? Est-ce qu'il y a des débats? Et lié à ça, il y a la question, je ne voudrais pas trop personnaliser, mais c'est vrai que c'est une figure polarisante, Netanyahou, à l'intérieur même d'Israël. Il était accusé, non, d'avoir mené Israël au 7 octobre avec ses politiques. Maintenant, par contre, il remonte pas mal dans les sondages. Donc, si tu pouvais nous éclairer un peu sur cette situation à l'intérieur d'Israël et des visions qui existent par rapport à ces conflits que les pays doivent gérer. Ouais, merci beaucoup, merci Francesco, merci Jonathan pour l'organisation de cette conférence. Alors, je vais répondre à ta question, Francesco, mais en prenant une focale un petit peu plus large d'un point de vue régional. Parce qu'effectivement, il est difficile de comprendre la politique régionale israélienne plutôt, il est difficile de comprendre la politique locale israélienne quand on ne saisit pas la réalité régionale. On va prendre une focale un petit peu plus large
et réfléchir un petit peu aux enjeux des frontières d'Israël. Sur quelles frontières se base Israël pour aujourd'hui être dans la situation et justifier une situation et une réponse sécuritaire comme il le fait aujourd'hui. Alors, on entend souvent dans les médias qu'Israël est ouvert sur 7 fronts. En fait, ces 7 fronts, ce n'est pas nécessairement des fronts directs avec des acteurs étatiques directs. Alors, on peut énumérer, il y a le Hezbollah dans le nord, au Liban, il y a les Houthis au Yémen, il y a le Hamas à Gaza, il y a le Hamas aussi, le djihad islamique en Cisjordanie. Bon, il y a la frontière à Syrie, mais la question, c'est de savoir quelle est la perception d'Israël et sa position dans la région qui justifie les réponses sécuritaires et les guerres telles qu'elles sont menées à Gaza et au Liban. Il faut savoir que la réalité, elle est qu'Israël n'est pas isolé avec les institutions internationales. Il y a la FINUL, une organisation liée aux Nations Unies qui est une force, par principe, qui est une force de médiation et de temporiser les belligérants à la frontière entre Israël et le Liban. Et on voit que le rôle de cette FINUL, finalement, le rôle principal n'a pas été atteint. Et les organisations internationales ont échoué à temporiser les relations entre Israël et pas nécessairement le Liban. Quand on pense au Liban, il faut imaginer qu'on ne parle pas à un interlocuteur, on parle à une multitude d'interlocuteurs, dont le Hezbollah, qui est un des interlocuteurs les plus puissants, représentant qui a été élu, c'est un parti politique en plus d'être un groupe militaire, c'est finalement la seule armée viable au Liban. Finalement, la FINUL était faite à la suite de l'invasion israélienne du sud du Liban dans les années 80, à la suite de la guerre civile au Liban. Cette FINUL a été faite pour créer un pont des Nations Unies entre Israël et le Liban. La région, depuis lors, la région du nord d'Israël et du sud du Liban sont quotidiennement, en tout cas de manière récurrente, l'objet d'attaques. Le Hezbollah s'aligne derrière la politique de l'Iran de, en gros, rayer Israël de la carte. Et Israël cherche à temporiser au maximum la sécurité de ses citoyens au nord. On a donc cette situation. De l'autre côté, toujours pour rester sur les institutions internationales, on a l'UNRWA, qui est une institution pour les réfugiés dans les territoires palestiniens. Et cette UNRWA aussi a échoué à créer le lien entre Israéliens et Palestiniens. Pourquoi ? Alors, on pourrait discuter sur qui a le plus influencé cet échec, mais l'UNRWA n'a pas été capable de représenter les Nations Unies pour régler un conflit entre Palestiniens et Israéliens, alors que ce soit du côté est de Jérusalem ou alors à Gaza. L'UNRWA a été influencé parfois par, et on l'a vu à la guerre à Gaza, par des éléments internes au Hamas. L'UNRWA a aussi été bloqué par la politique israélienne, justement parce que le gouvernement israélien considérait que l'UNRWA représentait un certain porte-voix pour le Hamas. Donc, on se retrouve au sein du gouvernement israélien face à une situation où on parle de risque existentiel. Et alors, ce terme de risque existentiel, il est intéressant parce qu'il alimente dans le discours israélien une rhétorique qui consiste à dire qu'Israël ne peut pas se passer de sa politique sécuritaire telle qu'il est exprimé aujourd'hui à Gaza et au Liban, parce que justement, Israël est soumis, n'a pas d'interlocuteur valable, que ce soit à Gaza avec le Hamas et que ce soit au Sud-Liban avec le Hezbollah. Ce qui s'est passé avec l'Iran, finalement, et l'attaque de l'Iran, l'attaque